Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les candidats au baccalauréat planchent notamment sur le thème suivant, le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1918. Pour aborder cet aspect du programme de terminale, Franck Ferrand reçoit un grand spécialiste de l'Orient, Antoine Sfer. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi qu'Antoine Sfer ait pu être là pour évoquer une des grandes figures, une des figures les plus emblématiques du conflit au Moyen-Orient, l'homme au kéfier, Yasser Arafat. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous reviendrez sur la notion de tiers-monde. Notion qui a vécu, nous verrons pourquoi. Pour le moment, nous avons donc rendez-vous en Palestine où nous achetons celui qui n'est encore pour l'instant que le tout jeune Yasser. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 2004, Nelson Mandela écrit « Du fond de ma prison, j'ai observé l'action du président Arafat. Mon attention fut attirée par sa persévérance. Son peuple croyait en lui et mettait ses pas dans les siens par beau temps comme par grand vent. Ce fut lui qui inscrivit la question palestinienne à l'ordre du jour de la communauté internationale, faisant passer son peuple du statut de réfugié à celui de nation à part entière. » Et Nelson Mandela ajoute « Lors de notre première rencontre, je dis à Yasser Arafat combien j'admire son courage et combien, comme lui, je souhaitais pouvoir amener à son terme une négociation aussi capitale pour les deux peuples. Son ardeur, sa confiance inébranlable et son engagement dans la lutte pour la création d'un État palestinien ont une valeur emblématique aux yeux de beaucoup de par le monde. De fait, et même si le personnage a été la cible de critiques acerbes, nous y viendrons tout à l'heure, et l'objet de nombreuses controverses, personne ne peut contester l'importance de Yasser Arafat dans l'histoire du XXe siècle, ou plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'il est né en 1929. Il est né le 4 août 1929, semble-t-il, car certains doutes pèsent sur l'exacte date de sa naissance. Il semble bien qu'il soit né sous le signe du lion, quoi qu'il en soit. Le lieu de sa naissance, a priori Jérusalem. Il a dit, lui, qu'il était né à Gaza, dans une interview en 88. Il a dit aussi dans une autre interview en 93, cette fois qu'il était né au Caire. C'est intéressant parce que ça donne une idée de la légende Arafat qui a été construite souvent après coup et du flou qui entoure un grand nombre des détails, ne serait-ce que biographiques du personnage. Il est né en tout cas en 29, on est au moment de gros accrochages entre juifs et arabes à Jérusalem, déjà à cette époque-là, et avec une grande vague d'émeutes à la fin du mois d'août. Yasser Arafat est le 6e enfant de la famille, c'est un enfant prématuré, il est né à 7 mois, il s'appelle Mohamed Abdarrahman, c'est son vrai nom, il recevra un peu plus tard ce prénom de Yasser. Yasser, c'est l'homme agréable, de commerce facile, nous verrons tout ça avec Antoine Sfer dans un instant. Sa mère descend directement du prophète. Son père était un homme d'affaires, c'est un puissant propriétaire terrien son père, et qui avait notamment dans la province de Gaza beaucoup de terrain, beaucoup de propriétés foncières. Il avait aussi des propriétés du côté du Caire, et du reste on voit la famille voyager entre le Caire, Istanbul, Jérusalem dans ces années 30, vous voyez, où l'on a où l'on mène où les grands propriétaires mènent comme ça une vie de comment pourrait-on dire, une vie de villégiature d'une certaine manière. Il est orphelin de mère à l'âge de 4 ans, elle est morte d'une maladie des reins. Le chef de l'autorité palestinienne, nous dit Amon Kapeliuk dans son ouvrage, ne parle guère de sa mère, mais il a donné à sa fille unique, née en 1995, le prénom de cette femme pour laquelle il avait gardé un profond attachement. Il dira par ailleurs de son père, Yasser Arafat dira de son père, il m'a légué 2 trésors, le courage et la croyance religieuse. En vérité, à défaut
de mère, vous l'aurez compris, et même parce que son père ne s'occupe pas vraiment des enfants, celui qui va l'élever, c'est son oncle, le frère de sa mère, Salem Abou Saoud. C'est lui qui, depuis la mort de la mère, s'occupe des 2 derniers enfants. Ils vont vivre pendant plusieurs années avec lui. Cet éloignement à l'âge de 4 ans est un véritable traumatisme pour l'enfant. Ça va le marquer, ça va marquer son esprit et son cœur pendant toute son existence. Arafat raconte: j'avais l'habitude, lorsque j'étais enfant, d'aller près du mur des Lamentations, où je me trouvais avec les Juifs qui venaient y prier. Je restais quelquefois de longues heures avec eux, jusqu'à ce que mon oncle vienne me chercher le soir. La maison de l'oncle se trouve du côté est du mur, dans le quartier musulman. Elle fait partie de tout un ensemble de bâtiments, 13 bâtiments extrêmement anciens, qui ont été détruits peu de temps, on va dire au lendemain de la guerre de 1967, sur laquelle nous reviendrons bien entendu. Donc, un climat un peu particulier baigne cette enfance de Yasser Arafat. La première révolte palestinienne, celle de 1936, l'a marqué. Il avait déjà 7 ans, évidemment. Elle va durer 3 ans, avec des phases plus ou moins violentes. Quand il rentre au Caire avec son petit frère en 1937, il voit leur oncle Salim arrêté, menotté par les Anglais. Ça fait partie, ça, des scènes qui marquent, bien entendu, et qui peuvent aller jusqu'à déterminer un engagement, bien entendu. Son père s'est remarié. Et il vit maintenant dans un quartier assez pauvre du Caire. Il faut noter que Yasser, avec son petit frère, joue à enseigner la prière. C'est un garçon pieux. On le voit avec son frère dire le Coran, persuadé que le livre saint les protégera de la guerre. Alors là, je parle de la Seconde Guerre mondiale, qui vient d'éclater, bien entendu. Il va organiser un enterrement religieux, mais attention, pour son chat, un chat roux appelé Mich Mich, ce qui veut dire abricot, qu'il aimait énormément. Yasser a beaucoup d'imagination. Il est toujours un peu celui qui décide des jeux, vous savez, qui entraîne les autres. Il organise dans son quartier, il organise une petite armée d'enfants. C'est Isabelle Pisano qui raconte ça. Elle dit: il imposait à ses troupes une discipline de fer, mais sa personnalité violait un principe machiste sacro-saint à l'époque, l'exclusion des femmes. Abou Ammar, alors ça c'est le nom qu'il prendra beaucoup plus tard, en 1958, accepta une personne de sexe féminin parmi ses soldats, sa cousine. Et Yasser Arafat précise que pendant sa jeunesse, il marchait énormément. J'aimais la marche, dira-t-il. J'avais l'habitude de flâner dans les rues, de contempler les passants, les couleurs. De temps en temps, je prenais un jus de fruits ou un gelati et je poursuivais ma promenade. Donc une nature somme toute assez contemplative, à laquelle on ne s'attendrait pas forcément de la part du futur leader palestinien. Près de la maison paternelle coexiste une très ancienne mosquée, une mosquée du XIIIe siècle, une église copte et une synagogue. Yasser se lie d'amitié avec un certain nombre de jeunes juifs. Il est attiré par leur façon de vivre. Il aime assister aux cérémonies de mariage des juifs. Donc il y a pendant cette enfance un véritable bain culturel et religieux qui l'habitue à une forme de tolérance très avancée. On va voir ce que tout cela va devenir. Un extrait de la symphonie numéro 8 de Dvorak à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous dans le cadre de cette semaine spéciale révision du bac. Franck Ferrand vous propose de revenir aujourd'hui sur les conflits au Proche et Moyen-Orient. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et dans cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac, aujourd'hui, Franck Ferrand vous parle des conflits au Proche et Moyen-Orient avec le portrait du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat, qui, on vient de le voir, Franck, a eu une enfance plutôt contemplative. Oui, alors en tout cas, il se décrivait lui-même plus tard, et il se présentait aux yeux de ses biographes ou des journalistes qui venaient le rencontrer comme un enfant contemplatif. Il y a une dimension nomade, donc assez difficile à cerner dans l'enfance et dans la jeunesse de Yasser Arafat, et ce nomadisme n'ira qu'en croissant à mesure évidemment de son engagement politique. Tout cela ajoute forcément à cette sorte de flou dont je parlais tout à l'heure à propos des dates. C'est au Caire qu'il faut situer les études de Yasser Arafat. Il est étudiant à l'école d'ingénieurs du génie civil, ce qui va devenir l'université du Caire. Il va, à une époque, il demande un visa pour aller étudier le génie civil au Texas, mais finalement il change d'avis, il reste
au Caire. Il va donc obtenir son diplôme en génie civil et puis aussi son diplôme d'architecte. En parallèle à ses études, Arafat apprend à manier les armes dans le désert égyptien, où il va même aller jusqu'à négocier l'achat de fusils et de munitions abandonnés par les Allemands, les Italiens, enfin vous savez, toutes ces forces d'occupation, et les Alliés d'ailleurs, hein, qui avaient combattu là quelques années auparavant, et que des armes, des munitions que les Bédouins avaient récupérées pour les faire passer en Palestine. En 48, après les grands événements, hein, il y a 250 personnes qui vont être tuées par les organisations de l'Irgun, par le groupe Stern. On en reparlera tout à l'heure évidemment avec mon invité. Il faut qu'Antoine Sfer nous éclaire sur toutes ces questions. Mais en 48, on peut dire que ces événements sanglants vont servir de révélateurs. Ça marque vraiment Yasser Arafat, qui va se lancer dans le militantisme étudiant, disons-le. Il appelle ses camarades à tout abandonner pour prendre les armes sur le champ. Il va découvrir la réalité aussi politique d'une certaine Palestine. Il découvre les réfugiés. Il va militer aux côtés des frères musulmans égyptiens sans jamais pour autant rejoindre leur rang, il faut le préciser. Et avec eux, il va participer, on est là en 1951-52, à la guérilla dans la zone du canal de Suez. Donc vous voyez, un activisme de plus en plus fort, bien entendu. En 1949, un gouvernement de Palestine est déjà mis sur pied. Le frère aîné de Yasser, Jamal Arafat, est secrétaire du gouvernement. Ce gouvernement va être reconnu par les pays arabes, par tous les pays arabes sauf la Jordanie, et 4 ans après sa création, donc en septembre 1952, la Ligue arabe va décider de mettre un terme au dispositif. Seuls sont maintenus en place un premier ministre et le fameux secrétaire qui est le frère de Yasser Arafat. Lui continue à suivre un entraînement militaire de plus en plus poussé d'ailleurs. Il obtient son brevet d'officier de réserve. Il est nommé en 52 responsable de la propagande. Ça n'est pas un hasard parce qu'il a un véritable talent pour ça. Il sait parler, il sait faire vibrer les foules, donc il va faire la propagande auprès des étudiants de l'école d'architecture. Le but, c'est de créer une véritable guérilla dans la zone du canal. Il sera élu président de la Ligue, puis président de l'Union des étudiants palestiniens, et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire ses premières missions, notamment, alors un voyage officiel, c'est assez folklorique, un voyage officiel au premier festival mondial de la jeunesse des étudiants à Varsovie. On est exactement dans le genre de grand-messe qu'organisait le bloc de l'Est à l'époque, hein, on est en juillet 1955. Ils ont tellement peu d'argent d'ailleurs, nos étudiants égyptiens, qu'ils partent avec 3 sous en poche et qu'ils vont devoir embarquer sur un navire en tant que passagers clandestins pour regagner l'Europe. À la fin de ses études, Arafat rejoint l'armée égyptienne. C'est très important, on est en plein moment de la crise de Suez à ce moment-là. Octobre 1956, il est lieutenant de réserve dans une unité du génie dans la région de Port Saïd. Il est donc extrêmement bien placé, aux premières loges, si je puis dire. Arafat va occuper un poste d'ingénieur à la fin de la guerre. Il entre là, on va dire, dans la société civile. Le climat a changé en Égypte, bien entendu. Les autorités militaires contrôlent maintenant rigoureusement les courants palestiniens un peu trop remuants. Tout ce qu'il y a de trop radical est dans la ligne de mire du gouvernement, de la ligne de mire de Nasser, et le but d'un certain nombre d'entre eux, et vous imaginez bien que Yasser Arafat est au premier rang, leur but c'est de créer une organisation palestinienne combattante. C'est dans ce but-là qu'ils vont se rendre au Koweït en 1957, pays dont les richesses pétrolières, nous dit Kapeliuk, offrent à ses habitants de nombreuses opportunités. Il abrite une importante diaspora palestinienne, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés y travaillent. Arafat est d'abord ingénieur au ministère des Travaux publics et puis il va s'associer avec un homme d'affaires égyptien dans une société de construction, et pendant un temps, là, à cette époque-là, on peut se dire qu'il va peut-être se lancer définitivement dans une carrière civile. La vérité est très différente. La vérité, c'est qu'il consacre l'essentiel de son temps derrière cette couverture, si je puis dire, à des activités clandestines. Il met en place, dès l'automne 57, le premier groupe du mouvement des Fedaïn. Il va avoir 2 ans pour l'officialiser, hein, en octobre 59. Et alors, il faut trouver un nom à ce moment-là. Le nom,
le sigle du mouvement, c'est HTF, qui en arabe signifie la mort subite. Alors Arafat inverse le... Non, alors apparemment mon arabe est pris en défaut par Antoine Sfer. Dire littéralement mouvement de libération Harakat Tahrir Palestine, donc de la Palestine. Oui, ça ce sont les c'est l'acronyme. Mais le mot ne veut rien dire de spécial, il n'y a pas de Hataf, il n'y a pas de choses comme Hataf, ça. Non. Alors en revanche, quand on l'inverse, ça donne le Fatah et ça va donner le nom du mouvement, le Fat, qui signifie la conquête en quelque sorte. C'est ça, vers la victoire. L'objectif, c'est d'obtenir la libération de la Palestine par la lutte armée. Nous, Palestiniens, dit Arafat, nous voulons avoir un État indépendant et souverain, et c'est pourquoi nous devons le libérer par la force. Pour nous, il n'y a pas d'autre voie. Voilà, cette fois, les choses sont clairement dites. C'est par la force qu'on va agir. Le portrait de Yasser Arafat pour évoquer les conflits au Proche et Moyen-Orient cet après-midi sur Europe 1. C'est le programme que vous propose Franck Ferrand pour réviser le bac jusqu'à 15h. Alors si vous êtes en train de réviser, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions et réagir à cette émission en allant sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire et puis Twitter avec le hashtag ACDH. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, pour évoquer les conflits au Proche et Moyen-Orient, vous nous proposez le portrait du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. Alors nous sommes en 1957. Yasser Arafat vient de créer le Fatah pour obtenir la libération de la Palestine. Voilà, donc le Fatah, le terme est aussi le titre de la sourate 48 du Coran, qui commence par « En vérité, nous avons octroyé une victoire éclatante ». Donc c'est cette notion de conquête, de victoire, d'éclat, en fait. L'objectif est donc, vous l'aurez compris, d'obtenir la libération de la Palestine par la lutte armée. C'est ce que veut Yasser Arafat, c'est son apport, si je puis dire, à la lutte pour l'indépendance, enfin pour l'État palestinien. Alors, il existait déjà depuis plusieurs années, depuis 5 ou 6 ans, il existait déjà une organisation de libération de la Palestine avec son bras armé, l'ALP, l'armée de libération de la Palestine, sous la houlette de Choukaïri, qui était un proche, non d'ailleurs, mais un admirateur de Nasser et qui se voyait en quelque sorte bien dans la peau d'un futur Nasser palestinien. C'était un peu son idée. Le Fatah va proposer, lui, de son côté, de coordonner les actions. Si vous voulez, l'OLP agira officiellement et à découvert, les Fédayines plutôt dans la clandestinité, et ça, Choukaïri ne veut pas entendre parler de cela. Des unités militaires palestiniennes ont été créées dans plusieurs États arabes. Il faut vous dire qu'en 64, au sommet des chefs d'État arabes du Caire, on avait eu pour projet de contrecarrer l'idée du fameux aqueduc israélien. Et là encore, on n'a pas réussi du tout. Les pays arabes n'ont pas réussi à s'entendre sur la démarche à suivre. Fin août 1964, le conseil militaire du Fatah se réunit sous la présidence de Yasser Arafat qui veut mettre à l'ordre du jour les hostilités militaires. Il évoque 5 raisons. Il estime que aucune résolution traitant de l'avenir et des droits des réfugiés de l'ONU n'est mise en application et que les Palestiniens, petit à petit, le temps passant, finissent par être en quelque sorte un peu les laissés pour compte des grands règlements de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont un peu les oubliés. Donc la lutte armée, selon lui, peut avoir pour effet de remettre la question palestinienne au cœur des débats. L'ouverture de la lutte devrait contraindre, pense-t-il, les pays arabes qui ont peur d'Israël à s'engager dans cette guerre. La lutte armée attirera l'attention de l'opinion arabe et de l'opinion internationale. Elle rendra espoir aux réfugiés. Elle incitera les jeunes à rejoindre les rangs des combattants. Et évidemment, attendre de se sentir prêt à l'attaque, ça condamnerait, dit-il, à ne jamais agir. Ça, c'est l'observation de ce qui s'était passé dans le mouvement palestinien depuis une dizaine d'années qui l'amenait à en juger ainsi. Le Fatah a promis donc d'ouvrir la lutte armée, la reporter, entamerait la crédibilité du mouvement, dit Arafat, qui pour autant ne convainc pas. Il faut attendre la 3e réunion, celle de novembre 1964 à Amman, pour que soit adoptée l'idée d'une action militaire. Arafat le dit, la révolution
ira jusqu'à la victoire. C'est le nouveau mot d'ordre en quelque sorte. Et le 31 décembre 64, le Fatah déclenche la lutte armée contre Israël avec une première opération qui va être manquée. À 23h, on diffuse un communiqué informant que la lutte a commencé. Le soir même est distribué dans les boîtes aux lettres de Beyrouth le fameux communiqué. Il paraît dans les journaux du lendemain. Il annonce « Les détachements de nos troupes de choc sont entrés en action contre l'ennemi dans les territoires occupés ». Alors un certain nombre de personnes, tout le monde est surpris, certains se réjouissent, d'autres se sont effrayés. Dès le 3 janvier 65, un commando part en mission de sabotage. Les combattants entrent en Jordanie, franchissent le Jourdain. Ils atteignent au nord le tunnel d'El Aboun, de l'aqueduc national, où ils vont placer de la dynamite. Et lorsqu'ils rentrent en Jordanie, on tente de les arrêter. Le chef du groupe des Palestiniens est tué, Ahmad Moussa, est le premier martyr de l'histoire de la lutte armée. Cet attentat d'El Aboun est un échec. Le détonateur qui devait faire exploser la charge n'a pas fonctionné. Les bâtons de dynamite ont été découverts. Et évidemment, ça permet à Israël de prendre à témoin l'opinion publique internationale. Arafat est arrêté avec d'autres membres du Fatah par les autorités libanaises. Il va faire 1 mois de prison avant de regagner Damas. On pourrait croire que pour lui, c'est vraiment la fin d'une carrière. En vérité, vous savez que c'est le début de la sienne. Academia. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et toujours dans le cadre de cette semaine spéciale révision du bac, aujourd'hui, nous nous intéressons, Franck Ferrand, au conflit au Proche et Moyen-Orient depuis 1918 avec votre invité, Antoine Sfer, journaliste, politologue, directeur des Cahiers de l'Orient, président de l'ILRI, l'école des relations internationales à Paris. Et il est en train de terminer d'écrire « Nous avons créé Daesh, de Nasser à l'État islamique, les responsabilités occidentales » qui sera publié en janvier aux éditions de l'Archipel. Il faut dire, Antoine Sfer, que la chronologie est extrêmement serrée et complexe dès qu'on parle de ces questions de conflit au Moyen-Orient. C'est ce qui les rend difficiles pour nos candidats au bac, d'ailleurs, bien entendu. Tout change en permanence. Nous venons de quitter Yasser Arafat en position extrêmement difficile. Il va s'en sortir très bien, si je puis dire, 18 mois plus tard. En effet, précisément, il va recommencer à se battre. Il est entouré quand même d'un groupe d'hommes décidés qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de leur vie d'ailleurs, les fameux 5 comme on les appelle, et puis ils ont définitivement endossé leur nom de guerre. Abu Ammar, Abu Ayyad, Abu Mazen l'actuel qui reste d'ailleurs, etc. Et puis ils vont traverser le Jourdain s'en prendre à une garnison, une petite garnison israélienne, mais symboliquement, voilà qu'Arafat devient maintenant un chef de guerre. Voilà. Et un chef de guerre reconnu non seulement par les siens, et on va voir à quel point il va donc prendre le contrôle des organisations en vue de... Il mettra 18 autres mois. C'est ça. C'est-à-dire on attendra la guerre de juin 67 dans le vocabulaire arabe, la guerre des 6 jours dans le vocabulaire israélien, pour qu'il puisse au sein de l'OLP renverser Choukaïri, être élu par les 18 organisations palestiniennes. Car voilà le problème d'Arafat, c'est que maintenant, chaque pays arabe va avoir sa propre organisation. La Syrie va avoir Al-Sarika, l'Irak le FLP, il y a les marxistes de Habash, il y a les maoïstes de Awatmeh, FPLP, FDLP, etc., etc. C'est une complexité folle, il faut le dire. C'est des tribus arabes. J'ai noté au passage que vous faisiez la distinction dans la terminologie entre l'appellation du conflit de juin 1967 côté arabe, on dit la guerre de juin 67, et côté israélien, la guerre des 6 jours. On a la même chose d'ailleurs avec la guerre du Kippour et la guerre de... c'est ça, c'est la même chose. Ça veut dire que même dans la dénomination des conflits, il faut savoir dans quel camp on se situe, si je puis dire. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on garde la distance et on ne se situe pas dans un camp. Nous sommes à 3000 kilomètres du champ de bataille. Et en plus, si vous voulez, nous parlons d'une région qui est très
non pas peau de chagrin, mais très réduite, Petite, oui, bien toute sûr. petite. Oui. Imaginez-vous, Beyrouth-Jérusalem, c'est moins que Paris-Le Mans. C'est ça. On va plaider au tribunal de Jérusalem avant 48 et on rentre faire sa sieste au lit à Beyrouth. L'après-midi même. Voilà. Damas, le Golan aujourd'hui, c'est 45 kilomètres. C'est la banlieue, quoi. C'est quasiment. Et c'est ça ce qui est terrible, c'est que les gens ne se rendent pas compte de cette exiguïté, et c'est pour ça que les gens sont tellement cousins. Alors, tellement frères. J'aimerais, pour essayer de simplifier justement toutes ces complexités, revenir sur quelques aspects fondamentaux du rôle de Yasser Arafat. D'abord, dans l'organisation de tout ce mouvement qui s'en va un peu partout et qui est sous la tutelle des différents États arabes. Comment Fédérateur. Voilà. Fédérateur, rassembleur. Il va jongler, il va sinuer, il va se battre également pour échapper à la mainmise d'un pays arabe, de l'Arabie, du Caire, etc. Vous l'avez rappelé, et c'est très important. Yasser Arafat est né politiquement au Caire. Et vous avez vraiment très justement dit, parce qu'il va avoir une admiration sans borne pour Nasser. Et c'est d'ailleurs lorsque il va y avoir 3 ans après la guerre des 6 jours et la guerre de juin, le septembre... Septembre noir, 1970. C'est extraordinaire, parce que là, on voit Arafat président de la Jordanie. Ça y est. Ça paraît presque évident. Ah, mais c'était évident. Moi, je me souviens, le roi Hussein nous fait monter dans son hélicoptère qui lui-même pilote, et il nous montre, voilà, ils ont pris ce carrefour de Barka, ils ont pris ce quartier et tout, et puis le 10 septembre au matin, on voit descendre les fameux shérifs, c'est les descendants du noble de la Mecque, des 7 collines à Amman vers la capitale. Et là, on assiste à un massacre. J'ai vu un Palestinien. Vous l'avez vu, ça, vous? Ah oui, des Palestiniens qui traversaient le Jourdain pour se réfugier en Israël. Ne l'oublions pas. Mais c'est Arafat qui va encore une fois sauver l'unité du mouvement. Ce qu'il faut dire, et nous y viendrons à la fin de cette émission si vous le voulez, Antoine Sfer, c'est que vous avez connu, bien sûr, et même bien connu Yasser Arafat. Vous nous parlerez du bonhomme, tout à l'heure, du personnage. Avant cela, deuxième aspect peut-être, cette poussée vers le combat armé, la lutte armée. Pourquoi pas une lutte diplomatique, si je puis dire? Parce que personne ne reconnaissait Arafat, personne ne reconnaissait l'OLP, personne, en dehors des pays arabes, comme vous l'avez souligné, personne ne reconnaissait les Palestiniens. Donc c'est là où il comprend que pour attirer l'attention, pour exister auprès des médias, auprès des IA, la lutte armée. Et en plus, vous parlez de la guerre, de la crise de Suez, c'était une guerre. Oui, La guerre de Suez. À laquelle les Russes et les Américains ont mis fin avant qu'elle ne commence vraiment. Oui, aussitôt débarqué, aussitôt rembarqué. Mais ce qui est important dans cette guerre, c'est que on assiste tout d'un coup à une chose tellement stupide, c'est que les Français britanniques amènent avec eux Tsahal, l'armée israélienne, qui à partir de ce moment va avoir ce label d'excroissance du monde occidental dans la région. Donc c'est l'étranger, c'est les occidentaux. Bon, et ça va beaucoup aider Arafat dans sa volonté de ramasser, de rassembler le peuple palestinien. Il est vraiment le symbole, après 67, après 70 septembre noir, il est vraiment le symbole du peuple palestinien. Et il est ce symbole aux yeux du monde entier, c'est-à-dire tout à fait en dehors des États arabes. Voilà. La preuve, c'est qu'en 1968, le Time, le célèbre Time, lui consacre sa fameuse couverture et en fait l'homme de l'année 68. C'est-à-dire qu'il est devenu une sorte de célébrité mondiale. Et en 74, il est à la tribune des Nations Unies, avec un brin d'olivier. Donc, le guerrier est en train de se transformer, de se mouvoir. Mais ça donne donc, a posteriori, ça donne raison à sa stratégie de violence, d'une certaine manière. Oui, si la fin justifie les moyens, oui, j'en conviens, mais c'est un fait, c'est que à partir de là, il va condamner tous les attentats.
À partir de 74. Voilà, à la tribune des Nations Unies, Arafat n'est plus seulement le rassembleur, il est reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est à cette époque-là président du comité exécutif de l'OLP. Exact. Il a réussi donc totalement à fédérer ce mouvement. Tout à fait. C'est donc un travail réussi de ce point de vue. Il s'est fait reconnaître, etc. Le problème, c'est que maintenant, quels seront les résultats de cette lutte? C'est ce que nous voyons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et dans le cadre de cette semaine spéciale révision du bac, nous sommes au cœur des conflits au Proche et Moyen-Orient avec Yasser Arafat, dont vous nous dépeignez le portrait aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité Antoine Sfer. Il est journaliste, politologue, directeur des Cahiers de l'Orient et président de l'ILRI, École des Relations Internationales à Paris. Et Antoine Sfer nous parlait à l'instant de ce célèbre discours de novembre 1974 à la tribune des Nations Unies. Je suis venu porteur d'un rameau d'olivier et d'un fusil de révolutionnaire. Ne laissez pas tomber le rameau de ma main, avait crié Yasser Arafat à l'adresse de tous les représentants dans cette salle de l'Assemblée générale. Et le reporter du Monde, Henri Pierre, notait le lendemain: c'était la première fois, à l'exception du pape Paul VI en 1965, qu'une personnalité ne représentant pas un gouvernement membre de l'organisation internationale était autorisée à s'adresser à l'Assemblée générale. Aucun leader d'un mouvement de libération n'avait été jusqu'à présent invité par l'Assemblée générale, et l'apparition à la tribune du leader de l'OLP, présenté par Bouteflika comme le commandant en chef de la révolution palestinienne, a été, dans ce contexte, un événement historique. On se dit, on est donc au lendemain là de la guerre du Kippour, de la guerre de 1973, on se dit que Yasser Arafat est très près d'aboutir. Et pourtant, les 30 années qui suivent ne sont que 30 années d'attente, d'échecs et de cauchemars. Tout à fait. On quitte la tribune des Nations Unies, on se dit, ça y est, l'État palestinien va exister. Or, tout d'un coup, 73, début des événements au Liban, 75, la guerre au Liban, dont on dit guerre civile, mais ce sont les Palestiniens qui sont la partie extérieure nationale. Ensuite, il y a ne l'oublions pas, l'armée rouge à Kaboul, 79. Entre-temps, il y a quand même eu le célèbre voyage en 77 du président Sadat. On va y arriver. Oui. Alors précisément, c'est là où il est piégé. Et vous avez raison de le rappeler parce que il est présent à l'Assemblée du peuple. Quand Sadat annonce son voyage à Jérusalem. Il est invité d'honneur, il se trouve là dans la salle. Au premier rang. Et il applaudit. Mais oui. Et il applaudit. Pourquoi applaudit-il? Voilà, mais parce qu'il est dans l'enthousiasme. Sadat crée la surprise. Il annonce en novembre, je pars à Jérusalem. Et il y va. Et alors là, il est obligé de condamner après avoir applaudi. Et là, il change complètement, parce que je me rappelle dans un reportage que j'ai fait pour la télévision récemment, nous montrons à 1 mois d'écart la réaction de Yasser Arafat au premier discours du président Sadat devant l'Assemblée du peuple au Caire, qui effectivement voit Arafat applaudir à tout rompre, et puis on le voit 1 mois plus tard disant qu'il s'agit d'une trahison, etc. Difficile de le suivre là quand même. Voilà, mais parce que tout simplement, il y a le fameux front de refus qui se soulèvent dans le monde arabe, les uns comme l'Arabie saoudite et les pétromonarchies au nom de l'islam, les autres au nom de la lutte armée. Et là, on a ensuite les soviétiques à Kaboul, on a surtout la révolution islamique iranienne, chiite, branche minoritaire de l'islam. Est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment, et il est intéressant de traduire ce sentiment en éléments concrets, parce que nous faisons de l'histoire, Antoine Sfer, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que peu à peu, la situation échappe à Yasser Arafat et que le monde se mette à vivre sans lui, si je puis dire? Complètement. Et la région est à faire sans lui. Bien que le conflit israélo-arabe devenu israélo-palestinien avec la paix égypto-israélienne reste, et jusqu'aujourd'hui, j'allais dire la matrice de tout ce qui se passe, le conflit matriciel,
il perd la main, il n'est plus à la une des journaux, des médias, il n'est plus soutenu parce que tout le monde se soutient soi-même, ni par ce qui se passe au Koweït, la guerre Irak-Iran. Et puis avec la chute de l'Union soviétique, ça ne va faire qu'accélérer les choses, parce que par définition, il perd son soutien principal. Voilà, et alors là, c'est 88, deuxième échec, il proclame à Alger l'État palestinien. Parfait, mais cet État n'est reconnu même pas par tous les pays arabes. Et on passe et on est dans la guerre du Golfe, la seconde guerre du Golfe. La coalition contre Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein lui-même ne le soutient plus, il a autre chose à faire à ce moment-là. Entre-temps, 1993, grâce aux Roumains en premier, puis ensuite aux Norvégiens, on a les accords d'Oslo dont tout le monde annonce la mort aujourd'hui. Je ne fais pas partie de cela. Vous pensez que les accords d'Oslo n'ont pas livré toutes leurs conclusions et tous leurs effets? En tout cas, je constate que tout simplement, ils se parlent. Ils s'insultent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux. Mais ils se parlent. Oui. Avant, quand on se parlait entre Israéliens et Palestiniens, il y avait un sentiment de mort qui planait. C'était la guerre, oui. Oui, il y avait que de délégués de l'OLP en Europe ont été tués. Est-ce que Yasser Arafat, qui a été le grand fédérateur, nous l'avons compris, et celui qui a fait advenir la cause palestinienne à l'échelle mondiale, notamment à la tribune de l'ONU, est-ce que ce même homme n'a pas par la suite desservi sa cause en essayant de tirer un peu les projecteurs vers lui, si je puis dire, alors que d'autres processus étaient en marche? Oui, tout à fait, mais alors que c'est lui qui avait donné le feu vert à ces processus. Mais à chaque fois, il était désespéré par la réponse de l'autre, etc. Cela dit, vous n'avez pas tort tout à fait, dans la mesure où c'est cette personnalité floue dont vous parliez qui fait que Yasser Arafat était obsédé par sauvegarder l'unité du peuple palestinien. Et là, il a totalement réussi. C'est certain. Il a à la fois totalement réussi et il a réussi aussi à établir de vraies relations avec la gauche israélienne. Au sein même de l'OLP et au sein même de son organisation, était-il mis en danger? Est-ce qu'il était contesté? J'allais dire comme tout combattant, oui, bien entendu. Il y a à un moment donné, les marxistes de Habash ne voulaient plus lui obéir. Awatmé le critiquait au comité exécutif. Mais personne n'a pu entacher le symbole. Car nous sommes passés d'une réalité sur le terrain à une réalité verbale. Et c'est pas à vous, je vais l'apprendre. Le Proche-Orient est fait de symboles. Et oui. Et puis le symbole est toujours là. Il n'a jamais été entaché. Vous parliez des accords d'Oslo tout à l'heure. Quelles sont les sources d'espoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer que ce conflit au Moyen-Orient, que ce conflit israélo-palestinien, pour le nommer clairement, oui, a une chance un jour de trouver un aboutissement, une résolution? Écoutez, j'ai envie de vous répondre d'une manière un peu provocative, je ne serais pas là sinon. Oui. Mais je pense que oui, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui a là aussi, on est face à une légende, un symbole qui est dans les prisons israéliennes, qui est Marwan Barghouti, qui est appelé souvent par les jeunes palestiniens le nouveau Abu Ammar. Abu Ammar, c'était le titre, le nom que portait Yasser Arafat. Le nom de guerre de Yasser Arafat. C'est vrai que la réputation de la famille d'Abu Ammar a été entachée par les scandales, souvent financiers et tout, mais le symbole est resté réellement tel quel. Et aujourd'hui, Marwan Barghouti, qui a l'avantage de parler l'hébreu, qui a l'avantage d'être à l'école d'Israël, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans les territoires aujourd'hui, on ne pourra plus jamais imposer une dictature
parce que ces gens-là ont vécu et vivent encore à l'école israélienne, autrement dit, avec une liberté non seulement revendiquée, mais assumée, responsabilité assumée également. Et tout ça, ça a créé un vrai fossé entre les Palestiniens de l'extérieur et les Palestiniens de l'intérieur. Il est certain aujourd'hui qu'il peut y avoir une relève chez les jeunes, et une relève représentée par un symbole comme celui de Barghouti. On a pu voir à la télévision assez récemment un reportage, d'ailleurs entre nous soit dit, tout à fait passionnant sur la mort de Yasser Arafat, et avec des accusations qui ont été portées très, très ouvertement à la télévision. Il est mort le 11 novembre 2004, il est mort en France, à Paris, et certains disent qu'il aurait été empoisonné. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? Écoutez, il y a des médecins qui disent qu'il a été empoisonné. Je suis obligé de les croire. Il y a des médecins qui disent qu'il n'a pas été. Je suis obligé de les croire. Je n'étais pas là. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient intérêt à le faire. Les uns disent c'est de l'intérieur. Les autres disent ce sont les Israéliens. Puisque nous parlons de poison, et ça en revanche c'est incontestable, on peut dire que les toutes dernières années, on va dire la dernière décennie de la vie de Yasser Arafat, ont été profondément marquées par toutes sortes d'affaires, par la révélation de scandales, par des affaires privées avec aussi, disons-le. Enfin, oui, tout à fait. Vous qui l'avez rencontré, quel homme était-il ? Ça, j'aimerais que vous nous en brossiez le portrait d'une certaine manière. C'était un tribun avant tout. C'était quelqu'un de très intelligent, mais surtout d'excessivement intuitif. Il était capable de dire, celui-là, il est en train de me raconter des bobards, il est en train de me mentir. Il était surtout très attaché à la fin de sa vie, à la vie de famille, à sa fille. Il était, alors qu'on disait qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, il n'aura jamais le temps, il était très proche d'elle. Il était également fatigué. Oui. Très fatigué à la fin de sa vie, on le sentait. Et il avait parcours qui n'en finit plus. Voilà, en quelque il sorte, avait envie de passer la main, il avait envie de se retirer un peu, mais tout en continuant un peu comme Mandela, plus que le bon père, un peu le sage de l'histoire. La boucle est bouclée, si je puis dire, puisque je commençais cette émission en citant Nelson Mandela. Merci beaucoup Antoine Sfer. On pourrait parler encore longtemps de ce conflit dont nous n'avons fait vraiment qu'effleurer la matière. Nous attendons avec impatience votre prochain ouvrage. Nous avons créé Daesh de Nasser à l'État islamique, les responsabilités occidentales. Ça promet, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand revient sur la notion de tiers-monde. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et on continue de réviser le bac avec vous, Franck Ferrand, et avec cette notion qu'on va peut-être retrouver pendant l'examen, celle de tiers-monde. Et oui, alors si on vous parle de tiers-monde, le nom qu'il faut avoir à l'esprit, l'inventeur de la notion, c'est Alfred Sauvy, qui en 1952, Alfred Sauvy, grand démographe, économiste aussi, historien, qui en 1952 nomme ainsi tous les pays défavorisés, généralement issus de la décolonisation d'ailleurs. Il fait directement référence aux anciens ordres dans l'ancienne France, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Et bien là, il va parler de tiers-monde. Vous avez d'un côté ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, avec l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie. De l'autre, le monde communiste, l'Union soviétique, la Chine. Et puis, donc, ce tiers-monde, ces pays qu'on disait sous-développés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, des pays qui se sont retrouvés, n'oubliez jamais ça, à la conférence de Bandung, en Indonésie, en 1955, 29 pays qui vont proclamer leur anticolonialisme et leur non-alignement. Alors, à partir des années 70, quand on parlera de tiers-monde, ce sera plutôt d'un point de vue sociétal et même surtout économique. C'est pour désigner les pays les moins avancés, catégorie créée en 1971. On parlera ensuite pendant longtemps, pendant 30 ans, des pays en voie de développement. Et aujourd'hui, je crois que le terme adéquat, c'est pays émergents. Mais tout ça, ce sont divers vocables pour désigner une même réalité.